de pouvoir écouler justement au niveau viandeux, de pouvoir écouler toute une bête, puisque généralement les collectivités prennent plutôt des bas morceaux, des pièces de moins bonne qualité entre guillemets, et des préparations, et les restaurants, eux, sont plus sur les pièces nobles, ce qui permet vraiment d'écouler la viande. Et pour les légumes, là, on commence tout doucement parce qu'on vient d'intégrer un secteur maraîchage avec 5 producteurs maraîchers. Et là, on commence avec la production de produits frais, que les collectivités justement doivent à ce moment-là préparer. Et on envisage de transformer ces produits autant en 4e gamme. Donc 4e gamme, c'est laver, découper, emballer. Et aussi en 5e gamme, c'est-à-dire laver, découper, cuit et puis conditionner en conserve, ce qui permet notamment d'écouler la production de l'été sur la période hivernale. Donc ça, c'est un peu ce qu'on envisage sur l'avenir, mais avec les écoles, en tout cas pour le moment, on fournit, mais la préparation se fait en interne dans les cuisines des collectivités. D'accord. Donc on va passer peut-être à la coopérative Nora Bio, donc côté France. Donc vous, comment ça se passe par exemple pour l'approvisionnement des collectivités? Alors Nora Bio est une coopérative de fruits et légumes 100% bio qui regroupe environ 140 producteurs. Pour la distribution donc, en restauration collective, le choix a été fait de conserver en interne uniquement l'aspect commercial et toute la prestation logistique, à la fois ramasse chez les producteurs, préparation de commandes et livraison a été externalisée auprès d'un prestataire. Ce qu'on a également fait, c'est que nous sommes fruits et légumes et on a constaté en fait que la restauration collective demandait une gamme beaucoup plus large de produits puisque nous on fournit des produits bio et donc on a élargi la gamme pour proposer également de la viande, de la crèmerie et de l'épicerie par des partenariats également avec des acteurs locaux essentiellement. Et donc pour les deux coopératives, la restauration collective c'est pas votre seul client, donc qu'est-ce que ça a de particulier? Quelles sont les contraintes que ça impose par exemple par rapport à la livraison de magasins spécialisés ou d'autres magasins, d'autres points de vente? Alors effectivement, la restauration collective n'est qu'une partie de notre activité, puisque nous on fait essentiellement de l'expédition au niveau national, donc sur plateforme. Ce qu'on constate, c'est qu'en termes logistiques, c'est très coûteux, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes volumes. Nous on a l'habitude de travailler soit à la palette, soit au camion, et là on se retrouve à travailler au quart de palette ou à la demi-palette. Donc c'est vrai qu'en termes logistiques, c'est plus complexe, c'est plus coûteux, d'où le choix d'externaliser auprès d'un prestataire qui fait déjà ce métier et qui pour lui est un complément. Ce qu'on a constaté aussi avec la restauration collective, notamment la restauration scolaire, c'est qu'on est sur une activité qui est saisonnière, puisque finalement pendant les périodes de vacances scolaires, il n'y a pas d'activité. Et donc c'est vrai que d'internaliser une équipe en logistique, c'est très compliqué parce que pendant plusieurs semaines de l'année, on n'a pas d'activité à leur donner. D'où le choix aussi de cette prestation de service pour avoir plus de souplesse dans l'organisation. Donc je poserai à peu près la même question au niveau de la coopérative de Gaume. C'est pareil, vous ne travaillez pas qu'avec la restauration collective. Donc quelles ont été les contraintes et du coup éventuellement les solutions que vous avez pu mettre en place? Nous, donc, comme on travaillait fort avec la viande avant, une des contraintes principales c'était la chaîne du froid, conserver la chaîne du froid. On travaille beaucoup maintenant aussi avec donc des magasins particuliers, notamment sur Bruxelles. Nous, la Gaume, c'est situé dans le sud de la province de Luxembourg, donc dans le sud-est de la Wallonie. Et donc, la contrainte, c'est que la Gaume, on a une faible densité de population, et également pour les écoles aussi. Et donc, on a cherché à développer justement ce client-là, qui sont les magasins plutôt, on va dire, alternatifs sur Bruxelles, qui veulent s'approvisionner de manière locale, et qui ne trouvent pas forcément d'offres assez complètes, surtout au niveau de la viande, et nous l'avons. Donc du coup, la contrainte, c'était le transport vers les collectivités aussi, parce qu'on envisage aussi les collectivités sur Bruxelles et Namur. C'était justement donc le transport. Et on a trouvé une solution par deux moyens finalement. Le premier, donc on a acquis un camion frigo qui permet de livrer à une autre centrale, donc au niveau du milieu de la province du Luxembourg, qui elle fait déjà une livraison sur Bruxelles et part d'office sur Bruxelles, donc à partir des grands axes routiers.
Et donc on a trouvé un partenariat qui financièrement nous arrange énormément et les arrange également, puisqu'ils remplissent leurs camions. Et ça nous permet d'aller 2 fois sur Bruxelles grâce à cette prestation de service finalement en partenariat. Et alors l'idée, la deuxième chose, c'est que, donc ça c'est au niveau vraiment purement transport, mais au niveau stockage, la région wallonne a investi, en tout cas mène des appels à projets pour la construction de halls relais agricoles. J'imagine que beaucoup en ont entendu parler. Là on est déjà à la 3e édition des appels à projets. Nous avons rentré un appel à projet à la 2e édition pour la construction d'un hall relais qui servira d'une part à la transformation des légumes, comme je le parlais, en 5e gamme, et d'autre part qui servira de centrale permettant de faire le lien entre les producteurs transformateurs de la région vers d'autres centrales, et ces centrales vers les grands axes routiers, donc vers les grandes villes. Donc l'idée de la région wallonne, c'était d'essayer de faire un réseau de centrales, donc hall relais agricoles, en milieu rural, pour pouvoir approvisionner les grandes villes. Et donc ça, maintenant, nous n'avons pas encore le bâtiment, il est en cours de construction. Mais par contre, via la camionnette et le stockage au niveau de l'abattoir et l'atelier de découpe, on arrive déjà à approvisionner Bruxelles 2 fois par semaine pour des coûts vraiment restreints. Et ça, c'est un frein qu'on a réussi à débloquer, notamment grâce à un partenariat qui, financièrement, est vraiment peu coûteux, quoi. Donc on passe par un intermédiaire, mais l'intermédiaire ne nous coûte pas grand-chose. Donc finalement, on peut appeler ça du circuit court quasi direct. Donc voilà, ça, le frein, c'est vraiment la distance par rapport aux grandes villes, là où il y a une densité de population assez élevée, contrairement à la province de Luxembourg, quoi. Très bien, donc merci. Et donc, comme vous venez de le dire, la logistique, c'est quand même un enjeu assez important pour les producteurs. Et comme les 2 chercheuses françaises nous l'ont expliqué ce matin, il y a un outil qui a été créé, c'est l'outil Logicou, que M. Vaillant va nous expliquer, donc, qui prend en compte en fait l'ensemble des coûts globaux avec les coûts de la livraison. Et donc suite à cette étude, comment cet outil fonctionne réellement pour les producteurs. Oui, vous allez nous faire une petite démonstration avec le... Peut-être petite, oui, avant ça, donc, pour présenter Logicou, donc si vous pouvez me le mettre à l'écran, parce que... merci. Donc je dirais 3 verbes pour présenter très succinctement l'outil Logicou, qui est un des résultats des projets de recherche qui ont été présentés par Céline et Gwenaël tout à l'heure. 3 verbes, donc je dirais sensibiliser, tester, décider. Sensibiliser, on a évoqué le sujet. Beaucoup de producteurs n'ont pas conscience des coûts que représente le transport, les différentes tâches logistiques. Et donc, au travers de l'outil que je vais vous présenter très succinctement, l'outil est en mesure de transformer des kilomètres et du temps, des heures passées à ces tâches, en euros. Et donc, voilà, déjà un premier résultat qui peut permettre effectivement de sensibiliser à la question des coûts logistiques. Et l'outil propose aussi de mettre des euros sur des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, ce qui peut être intéressant du point de vue de la collectivité, mais aussi parfois des producteurs, notamment bio. Certains nous ont dit, mais finalement on fait du bio, mais quand on transporte, finalement, est-ce qu'on ne contribue pas aussi un peu à la pollution ? Donc, sensibiliser, tester, l'outil permet d'enregistrer des trajets de livraison, d'y revenir, de les modifier, d'imaginer d'autres scénarios, par exemple celui que vous disiez tout à l'heure, j'utilise un autre camion, je donne rendez-vous et charge ma marchandise dans le camion d'un autre. Donc l'outil permet de faire ça, et surtout il permet de comparer des scénarios, et donc d'alimenter toute une discussion, une réflexion en tout cas, sur finalement qu'est-ce qui pourrait le mieux convenir. Et effectivement, c'est décidé derrière, c'est-à-dire que l'outil en lui-même, il donne du temps, il donne des chiffres. Les chiffres, ça dit pas tout. Bien qu'économiste, j'essaye au maximum de prendre du recul par rapport à tout ça. Et là, la question principale, c'est finalement qu'est-ce qu'on fait de ces chiffres ? C'est-à-dire, est-ce que moi, producteur, je suis dans mes frais, quand je vends ? Quelle est la proportion entre les coûts logistiques et mon chiffre d'affaires par rapport à tel ou tel client, telle ou telle livraison? Est-ce que ça vaut le coup de mettre en place un franco de port? Est-ce que
ça vaut le coup de dire à tel client, ben non, je ne peux plus venir te livrer parce que je perds trop d'argent en allant jusque chez toi. Est-ce que ça amène à dire, mais je vais modifier ma tournée de livraison pour aller prendre, aller livrer un client supplémentaire? Plein d'autres questions, et puis même au niveau du collectif, trouver une solution qui, par exemple en faisant du covoiturage de marchandises, génère des économies, du gain. Comment on se partage le gain? Comment faire en sorte qu'il y ait une forme d'équité au sein du collectif? Voilà toutes les questions qui peuvent se poser autour de l'outil. J'ai 2-3 minutes juste pour vous montrer que c'est possible de calculer avec Logicoo, donc je vous rappelle l'adresse, logicoo.fr. Ça a été fait avec de l'argent public, donc c'est d'accès libre et gratuit. Je ne touche rien là-dessus. Si c'était 1 euro le clic, j'aurais déjà pas mal d'argent. Il est en ligne depuis moins d'1 mois. Et oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il peut être utilisé aussi bien par des producteurs que par du personnel d'accompagnement territorial, des chambres ou autres, qui vont aider des producteurs, donner de leur temps pour le faire fonctionner. Est-ce que c'est également disponible pour les producteurs belges? Alors, j'ai vérifié avant de venir. Alors, on utilise un outil cartographique que je n'ai pas le temps de vous présenter, donc, qui est Google Maps, donc c'est utilisable dans le monde entier. Et en plus, quand on valorise en euros des coûts de revient kilométrique de véhicules, etc., c'est valable dans toute la zone euro. Donc ça peut marcher en Gaume, en Fagne, en Wallonie, où vous voulez. Je démarre un calcul pour vous montrer que c'est assez rapide. Je ne lis pas les détails parce que je n'ai pas le temps de faire tout ça, mais comme il est issu d'un travail partenarial avec des gens de terrain, je pense qu'on est arrivé à quelque chose d'assez simple et d'ergonomique. Donc si vous êtes connecté avec votre 4G, vous pouvez même sur votre smartphone ou votre tablette, en parallèle de ma petite présentation, commencer à aller voir sur logicoo.fr. Donc première étape, je choisis un véhicule dans cette liste-là. Donc assez souvent c'est un véhicule utilitaire, frigorifique ou pas. Ça pourrait être un poids lourd ou véhicule particulier. Sa motorisation, on est quand même beaucoup sur du diesel, mais l'essence est prévue. Un type d'utilitaire, donc différentes tailles sont proposées. On va prendre une taille moyenne, par exemple, voilà. Et puis l'année de mise en service, parce qu'on va avoir des facteurs, c'est ça qui va permettre de calculer les facteurs d'émission de polluants et de gaz à effet de serre. Et tout de suite, il me donne un coût kilométrique. Voilà. Faire 1 km avec ce véhicule, c'est 49 centimes et quelques. On peut le modifier si ça ne vous convient pas. Le producteur, j'ai amorti mon véhicule, je sais combien il me coûte, et voilà. Donc ça, c'est un coût complet. C'est amortissement, essence, entretien, etc., assurance. Et puis ensuite, donc est-ce que je peux faire des phrases? Donc, j'arrive à décrire mon parcours de livraison. Ça, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas le temps de le faire. Mais si vous êtes intéressé, après, je peux vous faire une petite démonstration personnelle. Ou de façon simplifiée, c'est-à-dire, voilà, je sais que ma tournée de livraison, je ne sais pas, pour vous rejoindre, ça fait 75 km. J'ai un temps de conduite aller-retour qui va être, je fais au hasard, 1 heure pour faire simple. Un temps total passé dans mes points livrés dans ma tournée, si je peux mettre 30 minutes, vous voyez, c'est très souple. Et puis je peux indiquer un nombre de points livrés dans ma tournée, là, si j'en ai 1 ou 2 ou 3, voilà, 4. Avec ça, j'ai décrit rapidement ma tournée. Et puis je peux mettre ici une quantité transportée. Alors je peux choisir de dire je transporte 300 kg ou des mètres cubes ou des caisses de fraises, ou je ne sais quoi, ou même des euros si je sais que je transporte 13 euros. Donc si cette tournée elle fait 1000 euros, voilà. Que j'introduis également des données relatives à toutes les activités logistiques. Donc là, on a toujours des bulles info qui rappellent ce que c'est, prise de commande, conditionnement, préparation, facturation, etc. Donc pour faire cette livraison, j'y ai passé par exemple 2 heures à la préparer. Et puis ensuite, on transforme les heures en euros en donnant un coût horaire chargé, donc tout coût compris. À la fois pour celui qui conduit, celui qui fait les tâches logistiques. Donc par défaut, on est à 15 euros de l'heure, c'est ce qu'on a avec le champ d'agriculture décidé comme étant une cote moyenne.
On peut la modifier, hein. Je peux modifier par exemple celui-là, il va être 11 € par exemple. Et peut-être d'autres coûts de stationnement, de péage autoroutier. Alors en Belgique, c'est une chance, tout est gratuit. Enfin, je ne sais pas si c'est une chance collectivement. Enfin, imaginons que, voilà. Et voilà. Et mon calcul est terminé. Je sais, tout de suite apparaît que cette tournée que je viens de rentrer, là, elle me coûte, donc rien qu'en transport et tâches de livraison, et tâches de logistique, 93 €, ramené au, je ne sais plus combien j'avais mis, 1000 €. Voilà, ça va nous faire 9 centimes d'euros. Et si je veux retrouver le détail, je l'ai en dessous. Voilà, je ne peux pas détailler. Si je veux connaître les émissions de gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques, je les ai là. C'est également, excusez-moi de vous interrompre, c'est également une occasion pour vous de sensibiliser à l'impact écologique du coup des circuits courts et de le prendre en compte. Voilà, c'est-à-dire qu'au travers de différents scénarios, on peut aussi penser à... En fait, on voit qu'il y a une corrélation très forte entre la réduction des coûts pour le producteur et la réduction des coûts pour l'ensemble des polluants que j'évoquais, enfin, des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, vous voyez, c'est très rapide. Il y a d'autres fonctionnalités que je ne peux pas détailler là, mais je suis à votre disposition si vous voulez. Voilà. Et donc on revient ici à la page d'accueil. Très bien. Merci en tout cas pour cette démonstration détaillée de l'outil. On va désormais passer à Madame Delab, donc, qui va nous présenter l'outil, la plateforme AproLocal et comment cela peut aider les producteurs et les collectivités. Donc bonjour à tous, Maëlle Delab, moi je suis conseillère sur les circuits courts à la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais. Et effectivement, la Chambre est engagée sur justement cette question de l'approvisionnement local de la restauration collective depuis plusieurs années. Et pour lever un certain nombre de freins, enfin on sait qu'il y a beaucoup de freins, mais enlever une partie, l'idée ça a été de créer un site de commande en ligne qui s'appelle aprolocal.fr. Et l'objectif c'était de lever principalement deux freins. Le premier côté fournisseur, c'était de professionnaliser l'offre disponible en leur donnant un outil accessible qui puisse éditer de manière simple des bons de commande, des bons de livraison, éventuellement une facture, et avec un système de prise de commande facilité entre l'acheteur et le fournisseur. Et côté acheteur, c'était évidemment de rendre visible cette offre et accessible de manière plus simple, parce qu'on avait quand même souvent des réflexions. Moi, je veux m'approvisionner en local, mais je connais des producteurs à côté de chez moi. Par contre, ils ne savent pas livrer ou ne sont pas intéressés par le débouché de la restauration collective. Donc là, sur ce site-là, qui est vraiment spécifique à la restauration hors domicile au sens large, ils sont sûrs de trouver des produits qui peuvent être livrés chez eux. Pour expliquer un petit peu le principe, en fait, quand un producteur s'inscrit sur la plateforme, c'est lui qui va sélectionner l'acheteur avec lequel il est en mesure de travailler. Donc, si ce producteur-là, il a décidé d'approvisionner que des acheteurs à 10 km autour de chez lui, il va sélectionner que ces acheteurs-là. Par contre, s'il a une tournée de livraison sur une autre région, il va pouvoir également sélectionner ses autres acheteurs. Et en fait, à partir du moment où il a sélectionné cet acheteur-là, son catalogue de produits s'affiche dans l'espace personnalisé de l'acheteur. Ce qui permet en fait à l'acheteur d'être sûr que tout ce qu'il voit, ce sont des produits qu'il va pouvoir avoir et être livrés dessus. Voilà un peu pour les grands principes. Et, excusez-moi, pour les collectivités alors, est-ce qu'elles peuvent également faire cette démarche-là de choisir certains producteurs, ou c'est seulement des producteurs vers les collectivités? Alors effectivement, c'est uniquement, enfin le choix est donné aux producteurs. Les acheteurs publics, donc on a notamment beaucoup de collèges, beaucoup de lycées, mais également des communes ou des cuisines centrales qui sont inscrites. Elles n'ont accès finalement aux producteurs qui sont en capacité de les livrer, mais elles n'ont pas la possibilité de faire des choix. Après, c'est à elles de sélectionner en fonction
de leurs critères, si ils souhaitent des produits plutôt très proches de chez eux. Là, par exemple, sur la nouvelle version qui a été lancée en septembre, qui est une version Hauts-de-France, on est passé de la région Nord-Pas-de-Calais à la région Hauts-de-France. Il va y avoir un système de filtre, de tri des différents fournisseurs, puisqu'on a vraiment différentes sortes de fournisseurs sur le site, à la fois des producteurs qui vont livrer en direct, des coopératives, des groupements de producteurs, mais également des entreprises de transformation par exemple, voire des intermédiaires qui sont en capacité de regrouper une offre et de la proposer via la plateforme. Et donc il va y avoir un système de tri, pour résumer, les plus proches seront affichés en premier, et les plus petits on va dire, et ceux qui sont capables de massifier seront dans la partie plus basse. Donc on a des outils de groupement de commandes, de groupement de la demande, un outil de calcul de coûts logistiques. J'imagine que ça répond à certains freins que vous avez. Est-ce qu'il y a encore des freins qui sont... Et comment est-ce que du coup vous pourrez utiliser ces outils? Est-ce qu'il y a d'autres freins que vous relevez et pour l'instant il n'y a pas d'outils qui sont en place? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent? Et après on pourrait peut-être éventuellement demander aussi aux personnes dans la salle s'ils ont des questions sur les outils en particulier. Concernant, nous on travaille pas forcément avec Appro Local, même si on est sur la plateforme, mais l'essentiel de notre activité ne passe pas par là. Par contre, on a aussi fait le choix d'un outil de ce type. En fait, nous on est associé au réseau MBIM qui est Manger Bio ici maintenant, qui est un réseau national en France, qui regroupe différents groupements de producteurs 100% bio, sur tout type de produits. Ce réseau a développé un outil, on va dire, quasi identique, où effectivement, nous, on met nos disponibilités, notre gamme, et les clients se connectent à cet outil pour passer leurs commandes. Ce qu'on constate malgré tout, c'est que les acteurs de la restauration collective ne passent pas forcément par cet outil, puisque quand on passe par des appels d'offres, ils ont eux-mêmes leur propre outil qu'on leur impose au niveau de l'administration. Donc finalement, par rapport aux acteurs de la restauration collective, on est encore à prendre des commandes par mail ou par fax, qui nous contraint à ressaisir la commande. Donc l'outil existe, mais est utilisé plus ou moins en fonction des acteurs. Voilà. Donc ça reste une contrainte malgré tout. Je suis tout à fait d'accord avec elle. J'appuierais sur le fait, nous en région Wallonne, en Wallonie, il y a un outil qui a été développé qui s'appelle le clic local, qui ressemble assez fort à Pro local, pardon, mais qui prend en compte justement donc c'est des commandes en ligne également, mais par contre avec une relation entre le producteur et l'éco-restauration en collectivité au niveau des marchés publics justement, où le marché public est en ligne, il y a possibilité de répondre au marché public justement via cette plateforme. Par contre, ça ne fonctionne pas énormément pour le moment. Je vous avoue que j'ai quitté un peu parce que je ne suis plus gestion de projet pour le moment. Je suis passé à autre chose, c'est mon collègue si vous voulez lui en parler plus tard. Mais je ne sais pas exactement pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais un des freins qu'on a pu observer, en tout cas dans notre région, c'est qu'il faut que la restauration même, donc la brigade de cuisine, soit acteur fondamental, voire pilier de cette transition-là. Parce que tout passe par eux, et la difficulté, parce qu'ils ne sont pas accablés, parce qu'il y a une charge de travail assez énorme au niveau de la transformation. Et si en plus, au niveau de l'approvisionnement, il faut passer par plusieurs producteurs, commander en ligne, certains en fax, certains d'autres par téléphone, tenir un facturier, etc., c'est extrêmement compliqué. Et ça c'est vrai qu'une plateforme comme la vôtre manque, mais c'est au niveau informatique et au niveau gestion, c'est assez difficile. Et voilà, après, ça a déjà été développé, il y a des voies d'amélioration, je pense. Il y a notamment un projet Aroma, un projet Interreg dans la grande région. Et voilà, mais ça, c'est un outil qui manque, mais qui est vraiment extrêmement difficile de mettre en place. Peut-être que justement là-dessus, je me permets de compléter du coup sur ces questions.
Alors, effectivement, nous, on a également le même problème que une partie des acheteurs qui utilisent la plateforme utilisent avant tout pour faire du sourcing, et finalement, la commande, elle va être passée par téléphone, et donc on a du mal à quantifier ce qui est réellement passé en dehors de ça. Après, juste quelques remarques supplémentaires pour lever ces freins. On a développé des connecteurs avec notamment, du coup, votre outil panier local qui renvoie automatiquement les mises à jour que vous faites sur vos disponibilités sur l'outil pour simplifier justement et pas avoir plusieurs outils en même temps. Et inversement, on a également développé un connecteur avec la région Hauts-de-France et donc l'outil de gestion des commandes des lycées pour qu'ils puissent rester sur leur outil et commander directement sans avoir à passer par un autre site. Voilà, donc il y a des flux qui peuvent se faire par ce biais-là. Après, sur la question des marchés publics, c'est vrai que c'était, comme on a surtout des acheteurs publics, c'était un des enjeux importants. Et dans cette nouvelle version qui vient de sortir, on est en train d'y ajouter un certain nombre de fonctionnalités qui vont permettre aux producteurs de répondre plus facilement à des marchés publics en générant de manière un peu automatisée des fiches produits qui peuvent être ajoutées dans un mémoire technique, en étant plus conformes à la réglementation via, par exemple, ils peuvent générer leur propre DUM, le document unique de marché européen, qui est un numéro indispensable pour répondre à un marché public. Et également, en France, on parle beaucoup de la dématérialisation de la commande publique. Donc les factures vont être gérées progressivement sur une plateforme qui s'appelle Chorus, qui est gérée au niveau national. Et l'outil a vocation à être connecté à cette plateforme-là pour que tout cela soit plus fluide aussi, à la fois pour les acheteurs et les producteurs. Merci. Du coup, peut-être qu'il y a des retours d'expérience aussi dans la salle de personnel de cuisine, de gestionnaires de cuisine, sur ce genre d'outils ou sur des contraintes qu'ils peuvent rencontrer et qui peuvent être un frein. Est-ce que des personnes souhaiteraient témoigner ? Nous, au 1er janvier, on a fait un groupement de commandes avec 3 villes, Anzin, Saint-Saulve et Onnaing. Par contre, on a voulu faire un lot viande et charcuterie bio et on n'a pas eu une seule réponse. Donc c'est vrai que c'est un frein. Et pour ce qui est les produits issus de les maraîchers durables, on a eu une seule réponse qui est les groupements de l'UNO. Donc il y a aussi de ce côté-là où la réponse n'y est pas non plus. Au niveau de la quantité ou de la diversité alors de la demande? Même avec une proposition d'offre moins complète en termes de diversité ou en termes de quantité. La viande fraîche et charcuterie. C'était qu'un seul lot. Et un lot spécifique après le développement durable. Et là, on a eu une seule réponse. Donc là, c'est peut-être des problèmes d'allotissement du marché public qui permet à des acteurs, qui permet peut-être pas à des acteurs locaux de répondre. Donc, parce qu'il faut grouper l'offre. Et du coup, c'est peut-être pas évident aussi pour ces acteurs-là. Peut-être que les coopératives peuvent répondre sur ce sujet. C'est vrai que nous, étant donné qu'on a l'outil et qu'on a la diversité et la quantité, on peut fournir un bon nombre de collectivités. Donc et puis on est dans une région fort rurale, donc avec une forte offre, que ce soit en légumes, au niveau diversité, quantité en légumes et également en viande. C'est vrai qu'on n'a pas ce cas de figure-là, mais par contre, c'est peut-être alors les kilomètres qui posent des problèmes. Je ne sais pas si vous êtes dans un centre urbain ou oui, c'est ça. Nous, parfois, c'est ça le souci, c'est vraiment ça qu'on essaie de débloquer via des centrales rurales pour aller vers la ville. Mais ça, je ne sais pas trop répondre. Nous, c'est parce que pour le moment, on est en phase de construction de ça et que ça pourrait fonctionner et que ça fonctionne déjà. Mais là, dans votre cas, je ne sais pas quelle est justement l'offre à 50 km à la ronde. Moi, j'ai une petite question aussi. Je suis donc la collègue de Sébastien concernant les collectivités. L'approvisionnement, en tout cas au niveau maraîchage, il y a quand même un frein qui est majeur, me semble-t-il, et dont on n'a pas encore vraiment abordé
le problème, c'est le prix. À savoir que en collectivité, en tout cas sur la Belgique, le personnel étant restreint pour une question de coût, inévitablement la demande vers la production maraîchère veut déjà pointer un produit lavé, conditionné, coupé, voire en sachet. Et donc ce coût forcément se répercute aussi dans les appels d'offres publics. Il nous fait passer à côté de certains marchés. Donc je voulais savoir si vous aviez du côté français, en tout cas, peut-être des solutions par rapport à ça, sur une mutualisation. C'est aussi, en parallèle, une problématique que nous rencontrons aussi dans les collectivités, c'est tout de suite des quantités. Or, les petits producteurs, généralement, ont un peu du mal, et je pense que c'est une problématique qui a été soulevée dans le truc local. Les quantités font peur, inévitablement pour des petits producteurs, et du coup, la démarche n'est pas engagée. Encore une fois, je pense qu'au niveau de la mutualisation, il y a peut-être moyen de mettre des choses en place, et je voulais savoir si les gens ici avaient peut-être un retour d'expérience par rapport à ça. Notamment sur les coopératives, là je pense que c'est le but de regrouper, un peu de fédérer ces petits producteurs. Alors concernant les légumes 4e gamme préparés, nous on travaille avec un prestataire également, un industriel qui fait cette transformation. Donc nous on le fournit en produits bruts, notamment en pommes de terre par exemple, en carottes, et il nous fait des légumes, carottes, pommes de terre 4e gamme, donc préparés que l'on commercialise. Ensuite, par rapport à la mutualisation, effectivement, les quantités de commandes, il y a à la fois la quantité et la diversité. Nous, on constate, même si on regroupe et qu'on a une gamme assez large sur notre offre, on a un minimum de commandes pour qu'il y ait un franco de porc à 200 € et parfois les clients ont du mal à aller jusqu'à 200 € de commande. Et en deçà de 200 €, notre minimum de commande est 100 €. À partir de 100 €, on accepte la commande, mais avec des frais de port. Et à partir de 100 €, il n'y a plus de frais de port. Malgré tout, c'est des montants pour certains qui restent difficiles à atteindre, puisque voilà, sur de la commande uniquement bio, ça reste difficile pour certains. Quel délai avez-vous entre la commande et la livraison? Alors on fait 2 livraisons par semaine et on est sur du A pour C. A pour C. Moi j'avais également une autre question. Pour regrouper vos livraisons, vous devez voir aussi des dynamiques de territoire. Est-ce que, selon les régions et les territoires sur lesquels vous livrez, et peut-être aussi vous pouvez voir sur les outils d'analyse, est-ce que des territoires, est-ce que vous voyez des dynamiques sur certains territoires? Est-ce que ça vient d'une volonté politique? Est-ce que sur les territoires avec une vraie volonté politique? Ou est-ce que là où il y a des groupements de citoyens engagés, il y a une plus grosse dynamique? Est-ce que ça se voit, vous, à votre niveau? Est-ce que ça vous aide? La volonté politique, oui. Nous, principalement, c'est vraiment citoyen au niveau de la Gaume parce que ça correspond à une identité territoriale assez forte. Et donc, nos produits, que ce soit pâté gomais ou autre, ont vraiment une identité qui est assez reconnue. Et c'est plus ça le moteur que le politique, puisque les frontières, c'est plus le point de Luxembourg. Et voilà, l'entité inférieure, il n'y en a pas. Finalement, la Gaume, c'est purement linguistique, on va dire, et culturel. Donc il y a vraiment, et puis au niveau de la mutualisation, on est sur un territoire où, par exemple, dans le monde maraîcher, où là, la diversité, ils sont finalement obligés de s'organiser pour pouvoir atteindre une certaine diversité, contrairement à la viande où quand on élève une vache, le voisin élève une vache et l'autre voisin élève une vache. Donc finalement, il n'y a pas ce besoin de se regrouper entre producteurs et dans le monde maraîchage, beaucoup plus. Et donc du coup, là, l'identité gaumaise, en tout cas sur Luxembourg, est clairement présente. Ils s'organisent par rapport à leur proximité et leur affinité. Mais au niveau politique, pas forcément, mis à part cette volonté politique d'organiser, donc, comme je le disais, des centrales, et qui, elles, sont par rapport aux régions, donc aux régions territoriales. Alors, dans les Hauts-de-France, on a une grosse dynamique autour de la métropole lilloise, évidemment. Malgré tout, nous, la région de production, c'est Hauts-de-France, donc les produits viennent bien de l'ensemble du territoire, mais on a un point de regroupement qui est là où
nous sommes situés, c'est-à-dire sous Bois-Grenier. Donc tous les produits destinés à la restauration collective sont préparés de Bois-Grenier. Néanmoins, avec nos partenaires, donc ça c'est pour les fruits et légumes, parce qu'avec nos partenaires, notamment partenaires viande, au maximum, on essaie à ce que les commandes soient livrées en direct à nos clients. Donc que ce soit pour de la crèmerie ou de la viande, si la commande est suffisante, ça ne passera pas par Bois-Grenier, ce sera livré directement du fournisseur au client. Peut-être au niveau d'outils d'analyse où on peut voir cette dynamique de territoire. Quand on regarde un petit peu les commandes qui sont passées via l'outil, on sent bien quand même qu'il y a une corrélation entre les différents acteurs et ceux qui sont fortement impliqués sur cette thématique-là, qui sont ceux qui passent le plus de commandes. Donc, on a différents niveaux. On a à la fois la région qui est très engagée avec les lycées, avec un objectif de 70% d'approvisionnement local dans les lycées, dont 10% bio. On a également le département via les collèges du Nord qui, eux, se sont fixés un objectif de 100% d'approvisionnement local sur ce qui est disponible. On travaille également avec le département du Pas-de-Calais qui est en train de définir sa stratégie. Et après, on a des territoires avec qui on mène des actions d'animation, de mise en relation, type salon de rencontre entre l'offre et demande, des visites d'exploitation ou d'autres actions de ce type-là, et où effectivement, ça crée quand même une dynamique qui ensuite se traduit par des relations et des commandes à la clé. J'aimerais juste rajouter quelque chose, sinon je vais peut-être me faire taper sur les doigts. Je disais qu'au niveau politique, ce n'était pas forcément une volonté politique, en deçà de la province du Luxembourg, parce que ce n'est pas forcément politisé, mais à l'échelle de la province du Luxembourg, ils ont justement cette idée de revoir les marchés publics de leurs écoles, parce qu'il y a des instituts qui sont gérés par la province du Luxembourg, et de revoir justement les marchés publics vers une alimentation plus locale. Je tiens à signaler, sinon... Merci beaucoup pour ces témoignages. On va peut-être écouter les questions de la salle maintenant, s'il y a des retours, des questions ou également des témoignages de la salle, n'hésitez pas. Oui, bonjour. Moi je voudrais revenir sur les conditions d'appel. N'hésitez pas à vous présenter. Monsieur Jobek, maire de Beny, petite commune dans la Vénois. Je reviens sur les conditions de l'appel d'offres de ma collègue de Tanzindre. Je comprends mal qu'il n'y ait pas eu de réponse. Je pense que l'appel d'offres a dû être mal ciblé, il a été mal présenté. Et en plus, vous avez demandé de la charcuterie et de la viande, qui sont deux choses différentes, parce que la charcuterie, c'est de la transformation de la viande. Parce que je connais plein de producteurs de viande bio dans la Vénois, et en légumes, il y a beaucoup de producteurs aussi, puisqu'on a un Biocop en plus à Avennes. Alors je comprends mal, je pense que votre appel d'offres a dû être mal passé. Il aurait dû être passé certainement dans des gratuits, des trucs locaux, je sais pas comment vous pouvez faire. D'autres conseils ou d'autres témoignages? Je me permets juste de rappeler en fait sur la question des appels d'offres qu'il y a un point qui est vraiment crucial, qui est aussi la communication au moment de la publication, parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs publics qui pensent que quand on publie ça sur des sites officiels que eux connaissent très très bien, les producteurs vont avoir une alerte ou vont aller voir régulièrement qui a publié pour son approvisionnement en denrées alimentaires, et ce n'est absolument pas le cas. Alors effectivement, il y a un gros travail de sensibilisation, de formation à comment on répond à un marché public, parce que c'est un exercice qui est très spécifique et qui n'intéresse à premier abord pas beaucoup de fournisseurs. Mais la question de la publicité, de la communication pour que cette information-là arrive vraiment chez les fournisseurs locaux, elle est, je pense, assez cruciale. Il y avait une question là, monsieur. Donc voilà, je m'appelle Georges Clantoulis et je travaille pour une plateforme qui accueille le service agricole de la province de Liège, où on s'occupe évidemment de promouvoir et distribuer des produits locaux. Ça depuis maintenant 6 ans. Donc on a quelques informations qui sont bien remontées et les chiffres nous prouvent que ce sont des demandes qui sont bien fondées. Quelle que soit la finalité du produit, que ce soit une cuisine de collectivité, un club, un magasin, un point de vente à la ferme, ils nous demandent tous la même chose, c'est-à-dire
pouvoir leur fournir, suivant une commande, une livraison, une facture qui contient tous les produits locaux qu'ils aimeraient. Et ça, pourquoi? Tout simplement pour la gestion du temps et pour le coût. Et donc, moi, je pense vraiment qu'il est indispensable d'avoir une plateforme qu'on peut appeler concentrateur, facilitateur, on l'appelle comme on veut, mais il est indispensable d'avoir un organe entre l'offre et la demande. Alors, qu'est-ce que peut faire cet organe? Tout simplement, on peut diviser les choses en deux flux. Donc les produits locaux, les produits bio, tous les produits, c'est le flux de l'information, et puis après il y a le flux des marchandises. Donc, et chacun peut décider de faire ce qu'il veut. Est-ce que je fais les deux? Est-ce que je gère l'information qui est la commande et peut-être la facturation, la traçabilité? Est-ce que je fais aussi la distribution? Et là, ce que nous à Liège on appelle le mal nécessaire, c'est la logistique. Hein? Ou alors est-ce que j'organise les transports? C'est-à-dire que je gère toujours l'information, mais je peux aussi nouer des partenariats, notamment avec une bourse de fret où on mettrait à disposition des deux modes de transport qui seraient consultés par des intervenants de la logistique et qui pourraient, eux, décider de dire, voilà, j'ai de toute façon un trajet à faire entre Liège et Namur, j'y vais déjà demain, il me reste 2 palettes de livres dans mon camion, donc je vais aller pêcher ça. Donc, moi je pense vraiment, avec le retour d'expérience, que le flux de l'information est quelque part plus primordial que la logistique, parce que transporter une ou deux palettes d'un point A au point B, une fois que la palette est bien configurée, c'est donné à beaucoup de monde. Maintenant, concentrer et valider la qualité et les quantités de tous les produits, de tous les producteurs qui composent cette palette, ça c'est un autre travail. Est-ce que vous avez des réactions? Nous, c'est le choix qu'on a fait, hein. Oui. Finalement, parce que nous, on gère l'information et effectivement, après la logistique, on l'a externalisée. Voilà, on va peut-être prendre encore une dernière question de monsieur ici avant de visionner la dernière vidéo. Alors, c'est pas une question, mais du coup, c'est la commune d'Anzin qui doit réagir quand même sur le retour qu'on a eu d'un maire de la Vénois. Voilà, donc il y a plein de démarches qui sont effectuées ici et ailleurs. On ne se permet pas de critiquer les volontés d'avancer dans la démarche. Je rappelle juste quand même qu'on a été accompagné pour pouvoir intégrer les produits bio et locaux dans nos marchés publics. C'est encore compliqué la démarche. Les règles en matière de commande publique freinent beaucoup le fait de pouvoir travailler en direct. Néanmoins, avant d'écrire le marché, on s'était fait accompagner par des professionnels, et ce n'est pas les professionnels du marché public, ce sont des professionnels, les producteurs, pour qu'on puisse écrire notre marché public. Alors sur le lot charcuterie, on n'était bien que sur un lot charcuterie, et du coup on les a sollicités en amont pour qu'ils puissent répondre. Alors déjà, on va partir au-delà des règles du marché public, parce que normalement on ne peut pas les solliciter, mais on va quand même les solliciter pour dire il y a un marché, c'est ouvert. Je sais qu'aujourd'hui c'est compliqué, parce que du coup il faut une quantité et que les démarches sont isolées. Voilà, la ville d'Anzin a eu la volonté politique d'avancer dans la démarche. On est quand même sur 2000 repas jour, donc on pensait avoir une offre assez importante, mais aujourd'hui, au-delà de la production qu'ils arrivent à faire, c'est toute la démarche administrative pour eux, c'est compliqué. On l'a vu pour ceux qui ont répondu encore aujourd'hui, la facturation c'est compliqué pour eux, voilà, donc il faut continuer à avancer je pense. Et concernant la viande bovine, il faut aller encore plus loin. Donc nous on avait souhaité avancer sur la viande bovine, sauf qu'aujourd'hui le fournisseur dans notre région, dans le nord, on peut aller plus loin parce que du coup il y a des démarches avec nos amis voisins belges, hein, donc on pourra aller très très loin. Mais le producteur de viande bovine, lui, il vend la carcasse, donc pas le petit morceau, parce que du coup il y a un impact important au niveau du coût, et nous on a aussi un budget à tenir. Mais il y avait toute cette démarche, c'était qu'on pouvait commander la carcasse et d'avancer. Sauf
au-delà de la volonté de vouloir commander, il y a toute la logistique autour. Donc là, il y a le transport, on est en train d'évoquer le transport, mutualiser les transports, mutualiser les commandes, et il faut vraiment qu'on puisse avancer. Alors voilà, avant d'avancer dans la démarche, c'était pour répondre un peu, c'est qu'on a aussi sollicité, notamment il y a un gros producteur de viande bovine dans la Baignoire, donc on a pu l'avoir en direct. Aujourd'hui, c'est pas le fait de produire, c'est le fait de pouvoir livrer, et qui ne peut pas nous vendre une demi-bête. Voilà, c'était juste pour préciser, et on voudrait aller encore plus loin. Là, on va faire une évaluation mi-marché, avec, pour toutes les difficultés qu'on peut avoir, et notamment sur le prix qui était défini au départ dans le Mercuriel, qui n'est pas toujours respecté. Enfin, qui n'est pas toujours respecté. Et donc, des fois, on est obligé de passer hors marché, et ça peut nous mettre en difficulté. Merci. Merci pour ce retour. Une dernière question, du coup, on a encore un peu de temps. Alors, il y a quelqu'un derrière. Annie Roel, commerce équitable, en fait, artisan du monde, Hauts-de-France, et en Belgique, il y a Oxfam. Je prends la parole parce que, on a parlé de local, bio, et je pense que derrière, il y a aussi un côté équitable pour les producteurs locaux. Et ceci dit, il y a quand même des produits tels que la banane, le riz, le chocolat, qu'on ne produit pas ici. Et je voulais juste évoquer qu'il faut... Est-ce qu'il faut intégrer, faire quelque chose d'équivalent à une plateforme aussi pour le commerce équitable de ce qui vient de loin, bio, qui n'est pas local de fait, à étudier, voilà, mais je voulais juste évoquer qu'il fallait penser aussi à tout ce qui est bio et qu'on ne peut pas trouver localement, et donc ça soutient aussi les petits producteurs du Sud. Voilà. Merci. Du coup, il y avait un monsieur devant. Bonjour, mon nom c'est Daniel Baudet. Je suis producteur laitier à Feluy, dans le Hainaut. Et je fais partie d'une coopérative laitière belge qui s'appelle biomilk.be, petite pub en passant. Je vous laisse poser une question à un responsable, je ne sais pas s'il y a ici dans la salle, un responsable d'une cantine collective. Et ma question c'est, aujourd'hui je pense que ces gens achètent du lait UHT, et bon, c'est quand même connu que c'est pas le meilleur lait, donc il existe le lait frais, et je voulais savoir si ces gens seraient ouverts ou partants, si demain il y a une offre de lait frais, de l'acheter. Donc ça veut dire que ça implique la chaîne du froid. On serait dans un système où la commande serait onérée dans très très peu de temps. Voilà. Je pense qu'on a... oui, j'ai compris qu'il fallait passer par des marchés publics. Et donc la question aussi, si je suis le seul à proposer le produit dans ce marché public, est-ce que j'ai d'office le marché? Alors, je pense qu'on a justement un gestionnaire de restauration qui va pouvoir vous répondre sur ces questions d'offre de lait et de marché public. Oui, bonjour. Donc, Xavier Herquin, directeur de la restauration municipale de l'Isle-et-la-Noix. Alors oui, on travaille du lait frais cru tous les jours. On prend ça directement chez notre fermier à côté, la ferme cimetière, ça s'invente pas. Et on fait notre purée directement, on n'achète plus de crème, on n'achète plus de lait. On fait nos pâtisseries, on fait nos crèmes dessert avec le lait cru. Alors il faut savoir que l'utilisation du lait cru est autorisée, c'est le seul produit qu'on peut prendre sans faire de marché. Moi je parle même pas de pasteurisé, je parle cru. Il est trait le matin, il arrive tiède à la cuisine et on l'utilise. Il faut savoir qu'il faut, normalement c'est 10 secondes à 52 degrés pour qu'il soit pasteurisé, c'est ça? Un petit peu plus peut-être? Voilà, le fait de le mettre dans les pommes de terre qui sont à 90 degrés, le pasteurise automatiquement, on n'a rien à faire. Voilà. Oui, non, mais c'est pour vous dire que c'est possible. Nous, on le fait déjà. Alors, on a un témoignage, c'est possible. Si c'est possible en France, est-ce qu'on a des témoignages belges? Bonjour, moi je travaille à Ceinture Alimentaire Liégeoise. Nous mettons en réseau, en contact, les
consommateurs et des producteurs. Parmi nos dernières actions, on a travaillé avec des Athénées, donc c'est des lieux d'enseignement en Belgique, qui ne passent pas par des marchés publics. Et il y en a 11 parmi elles en cloisonnier, on travaille directement avec des fermes, sans passer par des marchés publics. Et j'en connais 2 qui ont demandé justement du lait frais pour préparer les flancs de leur repas la semaine dernière. On peut se voir après, ou bien on se met en contact via Nicolans. Et pour répondre à la question, si vous remplissez un marché public et que vous êtes le seul, c'est pas forcément que vous aurez le marché public, parce que le marché public peut être annulé pour cause de prix ou autre. Donc ça, malheureusement, c'est pas forcément comme un achat d'un terrain ou d'une maison où on fait offre et on l'a. C'est pas en remettant offre qu'on a d'office le marché s'il n'y a pas d'autres concurrents. Y a-t-il encore des questions? Nos chefs vont bientôt terminer, mais en attendant. Voilà, merci en tout cas à tous les intervenants pour leur témoignage. Et en tout cas, on peut voir qu'il y a différentes formules pour approvisionner les collectivités. On a eu par exemple l'exemple avec les coopératives plus une plateforme logistique, donc peut-être est-ce que c'est la formule idéale, ou en tout cas la plus adéquate, qui puisse le plus s'adapter à la restauration collective. Et en tout cas, on sait qu'il y a des outils qui sont mis en place également pour aider les producteurs et les collectivités à s'approvisionner en produits locaux et bio.